Bonjour et bienvenue. Chapitre 2. Les principes fondamentaux nécessaires à la compréhension de la fiscalité internationale. Les principes nécessaires à l'intelligence de la fiscalité internationale comprennent notamment le champ d'application et la territorialité de l'impôt, le principe de non-discrimination, le principe de non-aggravation, le principe de subsidiarité du droit conventionnel, la priorité du droit interne, la primauté du droit conventionnel par rapport au droit interne et le principe d'autonomie de l'interprétation par rapport à l'autre État. En septième section. Section 1. Champ d'application et territorialité de l'impôt. Il faut distinguer entre les personnes physiques et les personnes morales. Pour les personnes physiques, théoriquement, c'est la règle du revenu mondial qui s'applique puisque le droit interne impose la globalité des revenus, même ceux provenant de sources étrangères. Mais, pratiquement, cette imposition est limitée puisqu'elle n'intègre pas les revenus de sources étrangères ayant subi l'impôt à l'étranger, ce qui revient à appliquer la règle de territorialité pour tous les revenus de sources étrangères ayant subi l'impôt à l'étranger. Pour les personnes morales, c'est l'article 47 du Code de l'IRPP et de l'IS qui fait de l'impôt sur les sociétés, sauf exception, un impôt territorial. Le principe d'imposition territoriale de l'impôt sur les sociétés, au terme de l'article 47 du Code de l'IRPP et de l'IS, dispose: les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans le cadre d'établissements situés en Tunisie et ceux dont l'imposition est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de non-double imposition. Dérogation pour le transport international, maritime et aérien pour les pays ayant conclu une convention fiscale de non-double imposition avec la Tunisie. Section 2. Principe de non-discrimination. Le principe de non-discrimination est omniprésent au niveau des conventions. L'article 6-1 de la Convention tuniso-française stipule: les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation irrelative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. Il s'agit d'un principe directeur d'application d'une convention fiscale internationale, tant au niveau des modalités, de l'assiette, du taux, des formalités et de la liquidation de l'imposition, qui ne doivent pas être plus onéreuses pour les étrangers que les nationaux. Autrement dit, les citoyens d'un État contractant doivent être traités de façon équitable par rapport aux nationaux de l'État. Ce principe connaît des limites, à savoir la distinction entre les résidents pour l'octroi d'avantages relatifs aux charges de famille aux seuls résidents, quoiqu'une telle distinction reste sans dégâts dans le contexte tunisien en raison du caractère modique des charges de famille. De plus, les services ou tout autre organisme à caractère public ont toujours le droit à obtenir des avantages fiscaux spécifiques. A contrario, le principe de non-discrimination n'empêche pas la Tunisie d'accorder certains aménagements ou facilités à des personnes étrangères et dont ne profitent pas les nationaux. Le principe de non-discrimination est le corollaire du principe de non-aggravation. Section 3. Principe de non-aggravation. La Convention fiscale internationale est un contrat international entre deux parties qui a pour effet d'alléger l'obligation fiscale du contribuable ou de la maintenir équivalente à celle qu'elle aurait été en l'absence d'un risque de double imposition. Juridiquement, la Convention ne permet en aucun cas l'augmentation de la charge fiscale du contribuable. Ce contrat ne doit et ne peut être appliqué que s'il est en faveur du ressortissant d'un État. Autrement dit, qu'il n'aggrave pas la situation du contribuable par rapport à ce qu'il aurait payé en l'absence de convention. Donc, les avantages conçus par le droit interne demeurent toujours préservés. Ainsi, une convention fiscale internationale n'a jamais pour objet de permettre à un État d'établir une imposition, mais seulement de régler les cas de conflit en retirant à un État le droit de taxer qu'il tire de son droit interne.
Ceci se manifeste au niveau de la règle de la détermination du taux d'imposition. Lorsque le taux de la convention bilatérale est inférieur au taux tunisien de droit interne, le taux de la convention est applicable de plein droit, du seul fait que la convention prime sur la loi interne. Lorsque le taux de la convention bilatérale est supérieur au taux tunisien de droit interne, c'est le taux de droit commun qui s'applique puisqu'il constitue un taux maximum ne pouvant être dépassé. Toutefois, on assiste au niveau du modèle américain à une stratégie totalement différente à celle adaptée par la Tunisie, ayant comme paramètre la possibilité de contourner une disposition du droit interne en faveur de la Convention fiscale internationale, même quand le taux d'imposition prévu par la Convention fiscale internationale est plus élevé que celui du droit interne. Et par la suite, le contribuable est menacé en le privant non seulement du principe de non-aggravation, mais aussi celui de non-discrimination. C'est le caractère ambigu et imprécis de la fiscalité internationale, conjugué aux dispositions de droit interne et du rapport de force entre les nations, qui explique l'existence de modèles d'interprétation qui diffèrent d'un pays à un autre, et surtout qui changent dans le temps en fonction des intérêts des pays contractants. Section 4. Principe de subsidiarité du droit conventionnel. Bien que les conventions fiscales aient une autorité supérieure par leur force dérogatoire, le caractère subsidiaire du droit fiscal international s'explique par le fait que la convention ne crée pas d'imposition et que son application se limite à modérer éventuellement ou à rendre applicable une imposition de droit interne. Le principe de subsidiarité des conventions fiscales ne constitue qu'une norme de conflit spécifique à la résolution des conflits en matière de fiscalité internationale. La primauté des normes fiscales issues des conventions fiscales internationales ne concerne donc que la force dérogatoire. Pelletier marque les normes du droit fiscal, page 306, qui s'exercent dans le cadre du régime défini par le droit interne. Ce manque d'autonomie affirme le caractère lex specialis de la Convention fiscale internationale, qui n'a pas la force de produire une imposition sans être autorisée par la loi interne. Section 5. La priorité du droit interne par rapport au droit conventionnel. Sans signifier primauté, la priorité du droit interne sur les stipulations conventionnelles est indispensable à la définition du régime fiscal applicable à l'opération transfrontalière. Sans imposition prévue par le droit interne, la Convention ne saurait imposer, en vertu de ce principe qui renforce le principe de subsidiarité, sans imposition interne. Une imposition prévue par une convention fiscale internationale ne trouve pas à s'appliquer, de sorte que si, par exemple, la loi interne exonère une opération ou un revenu, la stipulation conventionnelle n'a pas de raison à être appliquée. Section 6. La primauté du droit conventionnel par rapport au droit interne. Le droit international est supérieur dans la hiérarchie par rapport au droit interne en vertu du principe de supériorité des engagements internationaux qui permet de déroger au droit interne. La subsidiarité des conventions fiscales, Ana Paula Trindade, page 170. Une convention fiscale internationale qui prévoit un taux d'imposition moins élevé que celui prévu par le droit interne a la primauté sur le droit interne. Quant au principe de non-aggravation, qui est une application du principe du non-discrimination, il donne la priorité au droit interne quant au principe même de l'imposition et applique le taux de droit interne plus avantageux que celui stipulé par la Convention. Ces règles donnent qu'en matière de fiscalité internationale, c'est toujours l'imposition minimale qui s'applique a priori. L'opération est exonérée en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés si le droit interne ne l'impose pas. L'opération est exonérée en matière d'IR ou d'IS si la Convention ne permet pas de l'imposer dans le pays de la source. Si l'opération est à la fois imposée par le droit interne et par la Convention, on lui applique le taux le plus faible entre les deux. La seule difficulté qui persiste tient à l'assiette de l'impôt.
En effet, les taux stipulés par les conventions s'appliquent en droit au montant hors taxe, alors que les taux de retenue à la source en droit interne s'appliquent au montant toutes taxes comprises. Ceci peut exposer à une entorse dans l'application du principe de non-aggravation lorsque le taux effectif de droit interne est supérieur au taux nominal stipulé par la Convention. Section 7. Le principe d'autonomie de l'interprétation par rapport à l'autre État. Le principe d'autonomie d'interprétation admet qu'un État donne une qualification à un revenu différente de celle retenue par l'autre partie contractante. Dans ce sens, les États ont tendance à retenir les catégories qui leur sont habituelles en droit interne et à n'y déroger que si les définitions conventionnelles sont suffisamment précises pour être considérées comme l'emportant sur les définitions données par le droit interne. Les commentaires du modèle de convention de l'OCDE constituent toutefois une référence commune, à moins que l'État ait exprimé des réserves. Merci pour votre attention.